Ezra Souleymane, je me tourne vers vous parce que vous êtes étranger. Et pour une fois que la France accueille bien un étranger, il faut le souligner. Quel regard vous portez sur le mode d'enseignement français? Parce que une des raisons pour laquelle on a voulu vous faire venir ici, c'est votre formidable tribune qui s'intitulait «La France est championne du monde du gâchis de talent». Ce n'est pas la faute de l'enseignement. C'est la faute, s'il y a une faute, c'est la faute de la construction de l'enseignement et la façon dont on recrute les gens. Il n'y a pas de doute, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose de banal ce que je dis, c'est que le système d'enseignement, l'enseignement supérieur dont je parle, qui recrute ces gens, c'est un système qui est très ancien. C'est-à-dire, lorsque Napoléon, au début du XVIIIe, a dit « je veux créer une élite », c'est-à-dire la France n'a pas honte de créer des élites. Donc, ils ont construit un système d'enseignement qui, effectivement, recrute des élites, leur donne énormément d'avantages, des privilèges, voire des privilèges, parce qu'ils sont considérés comme les élites. Maintenant, est-ce que c'est un bon système pour le pays? C'est ça. Je trouve que, étant donné le gâchis de talent, c'est-à-dire parce qu'il y a beaucoup de postes que vous ne pouvez pas atteindre parce que vous n'avez pas faire partie de cette petite filière, je trouve ça, c'est vraiment dommage. C'est pas qu'il y a une élite, il y a des élites partout. On ne peut pas se passer des élites. Mais la question est comment est-ce qu'ils sont arrivés là? Est-ce qu'il y a un escalateur qui monte, parce que vous avez fait des preuves tout au long de votre vie, et un escalateur qui descend parce que vous faites moins bien votre travail qu'avant? Donc, recruter sur une base d'un concours, il n'y a pas beaucoup de pays qui le font. Mais alors, aux États-Unis, vous avez une élite. On dit toujours que les grandes écoles, c'est une spécificité française, mais chez vous, vous avez quelque chose qui s'appelle la Ivy League, des 13 meilleures universités, je crois, du pays, donc Stanford, Harvard, etc., Yale. Il y a une sélection qui est un petit peu plus pécuniaire, parce que l'entrée est quand même très chère, ou alors vous avez des scholarships parce que vous avez été très bon en sport, ou particulièrement méritant par vos études, et donc sur critères sociaux. Mais in fine, vous aussi, vous avez une étude, et pourtant, quand on regarde les grands patrons américains, ils ne sont pas du tout tous issus de cette Ivy League. Vous arrivez beaucoup plus que nous à avoir des autodidactes, des gens qui n'ont pas le SAT qui est l'équivalent de votre bac, etc., etc. Parce que pendant que, dès l'école primaire, on essaye de valoriser ce qu'ils savent faire plutôt que de les sanctionner sur ce qu'ils ne savent pas faire. Est-ce que c'est la différence fondamentale? Non, c'est une question valable. Il y a certainement des universités qui sont très cotées, qui reçoivent que Stanford, Harvard, Princeton, 35 000 demandes par an. Souvent, c'est les mêmes qui font des demandes, mais 35 000, dont la plupart sont effectivement bien préparés et qualifiés. Mais on ne peut prendre que 1500. Donc, il y a la différence des effectifs. En France, combien de gens rentrent à l'école normale? Combien de gens rentrent à l'école polytechnique? Combien de gens rentrent à l'ENA? C'est un nombre minuscule. D'abord ça. Deuxième chose, on est recruté par un concours. Donc, si vous avez réussi le concours, vous accédez à une de ces grandes institutions. Et en plus, vous conservez cette statut, parce que c'est un statut. On dit toujours que vous êtes normalien, on dit toujours que vous êtes X, on dit toujours que vous êtes énarque, on dit toujours qu'il y a un classement, que vous êtes inspecteur des finances, que vous êtes conseiller d'État, etc., etc. Et c'est valable tout au long de votre vie. Je connais très bien le système américain et je peux vous dire, rien de là n'existe. Les gens apprennent qu'après 2-3 ans, ils mettent leur éducation en bas de leur CV et pas en haut. Au début, on le met en haut parce que ça fait une petite différence pour le premier recrutement, par exemple. Après, personne
personne ne prête attention et ils veulent savoir, depuis 2 ans, qu'est-ce que vous avez fait? Et après, qu'est-ce que vous allez faire pour nous une fois que vous êtes là? Donc, il y a un escalateur qui monte et qui descend. Et c'est quelque chose que vous n'avez pas ici. Vous êtes, on a pas take for granted. How do you say? How do you say? On assume. On prend pour acquis que vous êtes toujours au même niveau. Et donc, vous êtes toujours formidable parce qu'il y a 30 ans, vous avez réussi un concours. Mais si vous n'avez pas réussi le concours, vous pouvez très bien devenir formidable. Aux États-Unis, vous savez, il y a 10% de PDG qui sortent d'Ivy League. 10%. Et combien de pourcents en France? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que Monique a dit. J'irai même plus loin. Non seulement ça décourage beaucoup de gens, parce que, bon, s'ils ratent quelques points, etc., qu'est-ce que ça veut dire dans la vie? C'est qu'ils ne peuvent jamais rattraper. C'est ça le problème. C'est-à-dire, vous avez un système où ceux qui ont le pouvoir, si je peux dire, définissent le critère d'excellence. Le critère d'excellence, c'est quoi? C'est pas que vous êtes brillant objectivement, c'est que vous avez réussi un concours. Et on sait très bien, si vous parlez à des jeunes qui préparent le concours de l'ENA, etc., ils vous disent surtout pas de mettre des nouvelles idées, surtout ça décourage la créativité. Et je trouve que on parle ici de osons la France a beaucoup des atouts, etc., etc. Mais en fait, ce sont des atouts qui sont périmés. Et que, en fait, comme il n'y avait pas eu des changements, des modifications, d'évolution de la manière de recruter, de la manière d'enseigner, de la matière d'enseignement, etc., et que vous découragez la créativité, vous n'allez pas oser, vous n'allez pas avoir l'audace. C'est découragé parce que si vous connaissez l'échec, vous êtes mort, c'est fini. Donc, je vous pose une question. Pourquoi est-ce que vous parlez de Ivy League qui dépensent des millions et des millions de dollars? Or, ils peuvent faire exactement comme Normal, Polytechnique ou ENA ou toutes les autres grandes écoles, faire un guichet. Parce qu'il y a 35 000 qui viennent, comme il y a des milliers qui veulent accéder à ces écoles. Or, ils vont chercher des étudiants. Okay? Il y a cette année quelqu'un qui a accédé à Harvard. Figurez-vous, c'est un Somalien qui a vécu de l'âge de 4 ans jusqu'à l'âge de 10 ans dans un déchet, avec d'autres gamins et gamines. Arrive une femme qui avait une association, elle a demandé aux enfants, combien de vous voudrez venir avec moi, je vais vous mettre dans une école, etc., etc. Il y a un garçon qui a mis les mains, c'est tout. L'autre ne voulait pas prendre le risque de sortir de ce qu'il connaissait, bien que ce soit un déchet. Non, mais c'est assez extraordinaire. Il se trouvait que ce garçon est brillant. Et c'est comme ça qu'il a accédé à Harvard. Pourquoi aller chercher un Somalien? On n'a pas besoin, parce que le mélange des talents, le mélange de formation, le mélange de classe sociale, le mélange de religion, le mélange de background fait en sorte qu'on profite tous, la communauté. Et vous qui venez souvent en France, parce que déjà vous venez donner des conférences à Sciences Po, vous venez depuis un certain nombre d'années, est-ce que vous voyez quand même une évolution? Parce que je vois le temps qui file et je ne voudrais pas laisser l'idée à la salle que la France est un pays figé où il ne se passera rien. Est-ce que vous voyez quand même qu'on est en train de rattraper notre retard ou pas trop? Non, dans ce point dont on parle, il n'y a pas eu d'évolution du tout. Voilà. Et non. Et ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Parce que ce sont des gens qui détiennent le pouvoir, ces gens, c'est-à-dire la manière de penser, etc. Et d'ailleurs, on parle des atouts. C'est très bien, la France a énormément d'atouts, mais des atouts probablement
pas adapté aux nouveaux défis. 5 sortent de l'école normale supérieure, c'est donc la preuve que quand on révolutionne un peu la recherche, on arrive à des choses pas mal. Je vois le timer qui s'affiche en rouge nous indiquant que nous sommes arrivés au bout du temps. Ezra Suleiman, en un mot quand même, puisque vous êtes venu de Princeton pour ça, qu'est-ce qu'il faudrait que la France prenne des États-Unis? Monique l'a très bien dit à l'instant, l'assistance est plutôt jeune. Il y a sans doute beaucoup de jeunes gens dans cette salle qui se disent « moi j'oserais bien faire ça, mais j'ose pas parce que si je me plante, ça va me suivre à vie ». Mais je pense qu'il faudrait aller vers ce que Monique vient de dire. C'est-à-dire, l'école normale est un peu différente. D'abord, c'est une école scientifique. Donc, forcément, dans les écoles scientifiques, il y a des critères de réussite qui sont un peu différents des autres critères. C'est-à-dire, surtout pour les scientifiques dont elle parlait. Et ces écoles, s'ils doivent continuer à exister, et je pense qu'ils vont continuer à exister, ça c'est certain, et il ne faut pas qu'il y ait cette fossé entre l'université et les grandes écoles. Et je remarque qu'en France, quand vous parlez à des hommes politiques, quand vous parlez à des gens de l'entreprise, ils méprisent l'université. Et ils ne savent pas que la plupart des grandes recherches sont faites à l'université. Je ne sais pas d'où vient cette ignorance. Ça me sidère, honnêtement. Et donc, ils ont ce mépris pour l'université parce que c'était l'excuse de garder les grandes écoles après la guerre, d'ouvrir l'université, de dire on est démocratique, parce que très peu de gens allaient à l'université, n'oubliez pas, jusqu'à cette époque-là. Et donc, on a créé cette université de masse. Et on l'a laissé un peu à côté et on a bien soigné les grandes écoles. N'oublie pas que le pouvoir est constitué essentiellement des gens qui sortent des grandes écoles. Donc, ils ne trouvent pas de raison de comprendre et d'avoir de la sympathie pour l'université. Et c'est une des plus grandes erreurs de la société. Et si la France se trouve aujourd'hui dans la situation où elle se trouve, je pense en grande partie l'élite qui a été sécrétée par ce système est en grande partie responsable. Eh ben, on s'arrêtera là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux.